Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là, et merci à l'organisation de ce Festival du Livre d'Issy-les-Moulineaux. J'ai le plaisir donc d'animer cette discussion en compagnie de Claire Mouradian, Astrid Gatamian, Didier Deninx, que je vais présenter dans un instant. On est là pour parler de Missak Manouchian et de tout ce qu'il représente, et de son épouse Mélinée, et de cette période de l'histoire. Et donc, pour ce faire, donc je suis André Loez, moi j'anime un podcast d'histoire qui s'appelle Parole d'Histoire, et j'ai le grand plaisir d'être donc à mes côtés, en partant de la droite pour vous, Claire Mouradian, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste notamment de la question arménienne, en lien aussi avec l'histoire de l'URSS, avec Astrid Gatamian, qui est historienne, chercheuse associée au CNRS, qui sont les deux co-autrices avec Denis Péchanski d'un livre qui s'appelle simplement Manouchian aux éditions textuelles, qui est un beau livre de documents, en tout cas avec beaucoup de documents, une grande iconographie pour étudier et expliquer la vie de ces deux personnages, de Manouchian et son épouse Mélinée. Et puis à côté de moi, Didier Deninx, qui est écrivain, qui est l'auteur notamment du roman Missak, et d'une déclinaison, on pourrait dire, de ce roman sous forme graphique, sous forme de bande dessinée, aux éditions Les Arènes BD, coédition avec le ministère des Armées, avec Mako au dessin, pardon, Mako au dessin, voilà, Dominique Ossada, Denis Péchanski pour la partie historique, et du coup deux objets, deux livres complémentaires, parce que chacun à leur façon, ils travaillent beaucoup l'image, et c'est de cette question de l'image que je voulais partir avec vous, parce que Manouchian, on le sait, il y a une image qui s'imprime pour nous tous et tous dans nos mémoires, c'est l'image terrible de l'affiche rouge, l'image qui le discréditait, qui, avec d'autres, l'érigeait en danger, en criminel, et vous avez souhaité, à vos façons différentes, dans ces deux livres, ne pas en rester à cette image-là et faire voir d'autres images. Alors je me tourne peut-être d'abord vers vous parce que votre livre permet de suivre des destins arméniens qui ne se résument pas à ce moment de la résistance, à ce moment de l'engagement et de la tragédie ensuite de la répression et de l'assassinat par les nazis, mais qui s'inscrivent dans toute une série d'étapes, voilà, qui ne se résument pas encore une fois à l'affiche rouge. Alors peut-être Claire Mouradian. Oui, tout à fait. En fait, dans ce qu'on a voulu faire dans cet ouvrage, c'est voir tout le parcours de ce couple, qui est un parcours emblématique un petit peu des Arméniens qui vivent en France, qui sont arrivés au lendemain du génocide, pour beaucoup orphelins, comme ça a été le cas de Missak et Mélinée, qui sont intégrés peu à peu par le travail, par l'école pour les plus jeunes, et intégrés jusqu'au bout aussi dans la vie politique, et notamment dans la résistance française. Donc on a effectivement souhaité montrer tout cet itinéraire, et même au-delà de la mort tragique de Missak Manouchian, donc exécuté par les nazis en février de 1944, montrer aussi la mémoire, ce qui est resté de cette mémoire en France, de leur destin et de la résistance du groupe dont ils faisaient partie. Donc effectivement, on est aussi d'une certaine façon, vous avez souligné que c'était des beaux livres et que l'image était importante, et d'ailleurs dans la recherche que l'on a faite pour... bon, il y a des choses qui étaient déjà connues, mais on est reparti justement de l'image pour trouver d'autres choses, et la recherche de l'iconographie pour un beau livre nous a amené sur des archives qui étaient peu connues ou pas connues du tout, ou qui étaient peu explorées. Merci beaucoup. On a les livres là qu'on va pouvoir aussi montrer pour en donner une idée. Donc le livre que vous avez coécrit toutes les deux avec Denis Péchanski, c'est ce Manouchian aux éditions textuelles, avec voilà, effectivement des photos de la période de l'orphelinat, des photos de la période des années 20 et 30 de la vie dans le Paris de l'entre-deux-guerres et des formes d'engagement du couple Manouchian. Astrid Gatamian, vous avez travaillé en particulier sur ces Arméniens communistes, sur cette politisation. Est-ce qu'au cours de vos recherches, vous avez déjà rencontré le couple Manouchian un peu comme une évidence, ou est-ce que, en préparant ce livre, finalement, vous avez encore mesuré davantage l'importance qu'ils avaient? Oui, alors moi, c'est en effet à travers, au début, la figure de Missak Manouchian que je suis entrée dans mon sujet. Donc j'ai étudié les Arméniens communistes en France, des années 20 aux années 90. Donc au début, c'est lui qui m'a amené à me pencher sur ce pan de la diaspora arménienne. Et pardon. Mais on s'est aperçu en travaillant sur ce livre qu'il y avait énormément de choses qui restaient à découvrir, et en travaillant l'année dernière, on a justement découvert énormément de choses sur le parcours de Missak et de Mélinée. Et je pense que Didier, t'as eu aussi, t'as vécu la même expérience
une des grandes découvertes, c'était ces deux demandes de naturalisation. On s'est longtemps reposé sur les mêmes sources pour construire sa trajectoire. Et comme c'était une figure connue, on ne l'a pas forcément réinterrogée. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que dans mon travail, je m'étais surtout penchée sur construire la trajectoire d'arméniens communistes dont le grand public ignorait l'existence. Et je n'avais pas forcément réinterrogé les biographies qui existaient. Et là, en faisant ce travail, on a découvert plein de choses sur son parcours, sur sa personnalité, sur la richesse justement de toutes ces identités qui l'animaient, à la fois le poète, l'ouvrier, le rescapé du génocide, mais aussi le colocataire de la Cité Nouvelle. Enfin, on a découvert plein de choses. Enfin, le Parisien des années 20 qui avait aussi envie de réussir, d'être un auteur reconnu. Enfin, c'est vrai qu'on l'a découvert sous un nouveau jour à travers, dans le cadre de ce projet, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire. Alors, Didier Deninx, vous insistez aussi beaucoup dans ce livre, cette biographie dessinée en quelque sorte, sur cette vie d'avant la résistance, qui évidemment explique beaucoup la vie d'après l'entrée dans la résistance, mais notamment vous le montrez artiste et poète, et vous y accordez une grande importance. Oui, tout simplement parce que moi j'avais écrit un roman il y a 15 ans, donc Missak. Et quand j'avais commencé à travailler sur le personnage de Missak, il était aspiré par sa mort. Donc c'était quelqu'un qui se résumait pour l'essentiel dans le sacrifice qu'il avait fait de son existence dans la résistance des FTP-MOI. Et puis il y avait quelque chose qui venait en contradiction avec cette image univoque. C'était une phrase de sa dernière lettre à Méliné, où il écrit: en gros, quand je serai plus là, tu feras publier mes poèmes qui méritent encore d'être lus. Et donc le message qu'il donne, quand on prend sa dernière lettre, on s'aperçoit que le message qu'il donne, il ne dit pas vive le vaillant parti communiste, vive Staline, et ainsi de suite. C'est pas du tout ça. Il n'arrête pas de parler de la transparence de l'air, de l'amour qu'il donne à sa femme, de la liberté qu'il lui donne, qu'il lui dit d'avoir un enfant. Donc il y a tout ça, et puis il parle de poésie, et il lui donne véritablement comme mission de publier un recueil de poésie. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé, moi, il y a une quinzaine d'années, d'écrire sur Missak Manouchian, et donc ça m'obligeait à faire un travail d'archéologie du personnage, et un travail qui n'était pas fait. S'il y avait eu ce travail-là qui avait été à disposition, il y avait 95% du travail qui était résolu, tandis que là il a fallu que j'avance, et moi je suis pas historien, donc j'ai pas les méthodes, j'ai pas cette espèce de rigueur, et donc je me suis appuyé sur des rencontres. J'ai réussi à retrouver la petite nièce de Missak et Méliné, Katia Guiragossian. J'ai eu accès aux archives privées, et à partir de là je me suis aperçu que pour parler véritablement de Missak Manouchian, il fallait partir du début, c'est-à-dire la disparition du peuple arménien, et puis quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être un héros de la classe ouvrière, qui a envie d'écrire, qui a envie de lire, qui a envie de rencontrer des artistes et de consacrer sa vie aux beaux-arts, à la beauté des choses, et qui se fracasse contre l'histoire de son temps, c'est-à-dire l'installation des fascismes et des nazismes sur l'Europe. Et donc, en fin de compte, pour moi, d'une certaine manière, c'était un destin contrarié. Le destin de poète qui est contrarié par la rigueur des temps, et puis la manière dont sa personnalité va le conduire à affronter le pire de ce qu'on peut trouver devant soi, c'est-à-dire le nazisme. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a cette idée que chacune à vos façons, vous avez creusé ces matériaux pour faire exister une vie, et de manière plus dense que ce qu'on en disait habituellement, et ce qu'on en retient dans la mémoire collective, avec évidemment le poème d'Aragon, évidemment mis en musique par Ferré, évidemment cette dimension iconique. Et pour ça, il y a des documents. Alors, moi, je voudrais souligner, c'est pas une question, mais je voudrais juste le montrer parce que je trouve très intéressant, souligner à quel point les deux livres entrent en résonance, puisque dans le livre Manouchian,
de collègues à côté de moi, on a notamment ce schéma qui montre de quelle façon les brigades spéciales de la police parisienne ont reconstitué le réseau des résistants pour savoir qui connaissait qui et qui arrêtait quand on fait un coup de filet. Eh bien, si vous regardez ça, vous voyez que dans une des cases de la BD, vous avez à l'arrière-plan du commissaire qui est en train de donner ses instructions à ses hommes, vous avez le même document qui est représenté. Donc en fait, on peut faire de l'histoire de bien des manières, et notamment de manière dessinée, en exploitant ce matériau archivistique de manière tout à fait rigoureuse. Alors comme on a évoqué cette origine d'orphelin du génocide, je me tourne vers Claire Mouradian peut-être pour explorer cette dimension de sa vie, effectivement, qui passait au second plan lorsque Manouchian est devenu cette icône de la résistance dans les années 1950-1960, notamment à travers la mémoire communiste. C'était pas ce qui était le plus mis en avant, évidemment, cette origine arménienne et cette dimension de rescapé, trimballé d'orphelinat en orphelinat au Levant. Tout à fait. Alors c'était quand même raconté dans les mémoires de Méliné, consacrées à son époux, puisqu'elle-même était orpheline. Il y a toute une partie sur son propre orphelinage. Elle est passée aussi par plusieurs endroits, par la Grèce, Marseille, Paris, avant de rencontrer Missak. Et c'est une dimension, je crois, très importante à la fois de leur destin, du destin aussi d'autres membres du groupe Manouchian. Des 23 qui sont des déracinés. Alors eux, dans le cas des Arméniens, encore plus, ils ont été anéantis, extirpés, déportés. Et donc effectivement, ce destin d'orphelin les marque beaucoup, comme a marqué une grande partie de ce qu'est la communauté arménienne de France, qui sont la plupart sont arrivés au lendemain des années 20 quand l'espoir d'un retour dans leur foyer a été définitivement enterré. Donc c'est une grande part. Et d'ailleurs, il a commencé aussi à écrire dans l'orphelinat, ou pour justement essayer de redonner un sens à la vie, ce qu'évoquait tout à l'heure Didier. On leur apprenait un métier déjà pour arriver à survivre. Et puis ils avaient des petits journaux d'écoliers, il y avait des petits journaux dans les écoles auxquels il contribuait en écrivant des petits poèmes ou en faisant des dessins. Donc il a commencé très tôt à écrire. Et donc c'était une façon de surmonter ce qu'on a pu appeler ce traumatisme. Et dans le destin aussi des autres membres du groupe, on trouve aussi des exilés, des déracinés, des persécutés, notamment juifs d'Europe centrale et orientale. Et d'une certaine façon aussi, ce qui relie les deux guerres. Donc on a aussi une histoire qui est d'un génocide à l'autre. Et donc aussi de l'engagement un petit peu de ces damnés de la terre, alors pas forcément aussi au niveau social, parce que bien sûr ils sont prolétarisés, paupérisés, ils ont perdu toute attache, ils arrivent sans rien quand ils arrivent en France. Un peu, certains ont appris le français, mais ils ont appris un métier, mais ils arrivent complètement... Manouchian, on a découvert aussi, alors on l'avait repéré dans des mémoires qu'il était né en fait sans doute 2 ans plus tard, donc il avait 16 ans quand il arrive en France. Donc imaginez un jeune adolescent sans famille, il a ses frères, mais bon, tout le reste est perdu, sans pays, et devant se reconstruire. Alors c'est vrai que la littérature, la poésie, dit dans ses carnets, qu'on a aussi redécouvert plus récemment, notamment à l'occasion de l'exposition au Panthéon. Donc Katia Keragossian, la petite nièce, a retrouvé dans un musée d'Arménie où Méliné les avait emportés. Donc il y a plein de choses où il dit il souffre de ne pas pouvoir écrire davantage, il vit de musique et d'art, il voudrait justement vivre de musique et d'art, mais il reste aussi sensible à cette cause, à ces engagements sociaux, d'injustice sociale, et du fait justement de ce destin d'exilé. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important dans cette histoire, dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Il n'est pas les seuls. On parle aujourd'hui de crise des réfugiés. Il y a eu une grande crise des réfugiés dans les années 20, et puis après 30, avec les persécutions des nazis, dans les pays peu à peu devenant de plus en plus d'extrême droite, que ce soit bien sûr en Allemagne, en Autriche, en Pologne, etc. Et alors il y a eu des tentatives en France d'intégrer, puis on voit aussi à travers leur destin l'histoire de France. Donc la France a besoin de main-d'œuvre au lendemain de la guerre, donc elle va les chercher, elle les accueille. Et il y a une première vague de naturalisation en 27, un décret pour favoriser l'intégration. Puis après il y a la crise de 29, et donc les portes de l'emploi se referment. Il y a les lois anti-étrangères, et puis il y a les montées, on évoquait aussi des extrémismes, y compris en France. Donc c'est une histoire à la fois bien sûr arménienne, une histoire d'Europe, c'est une histoire européenne de cette époque, et une histoire et bien sûr une histoire française. Et en cela, ce qu'on a essayé un petit peu aussi de remettre un peu de contexte, et de faire toute cette traversée d'une guerre à l'autre et au-delà,
et jusqu'aujourd'hui, et un petit peu de façon... voilà, alors, je ne sais pas si ça peut servir de leçon ou pas, mais enfin, la panthéonisation a permis aussi de rappeler ces événements et voilà, c'est quand même l'un des éléments d'intégration le plus important au niveau de l'histoire en France, et donc de rappeler ça. Alors, après, je ne sais pas ce qu'il en sera retenu, mais en tous les cas, c'était un peu l'effort qu'on voulait faire. Une question, parce que voilà, cette identité franco-arménienne, je voulais vous demander, Astrid Gatamian, le rapport à la langue de Missak Manouchian, parce que c'est quelqu'un qui a appris le français donc avant d'arriver en France, qui écrit en français. Cette dernière lettre est très connue à Méliné, transposée ensuite par Aragon et splendide, mais il écrit aussi en arménien. Donc, quel est son rapport à la langue? Comment son identité aussi se traduit par des modes d'écriture et d'expression? Oui, en effet, lui, il a appris la langue française quand il était dans un orphelinat au Liban, parce que c'était une zone d'influence française. Donc il maîtrisait le français en arrivant, même s'il devait aussi découvrir les codes de sa nouvelle patrie. Oui, le français de l'orphelinat libanais n'était peut-être pas celui de l'argot Donc, parisien des couches populaires. C'est ça. Donc il écrivait en effet à la fois en arménien, en français. Il traduisait aussi beaucoup d'œuvres françaises en arménien et inversement aussi, il me semble. En fait, il avait ce rôle de passeur, enfin, dans les journaux arméniens, dans Zangou, la revue communiste arménienne qu'il animait. Il avait justement à cœur de faire découvrir des auteurs arméniens, français à son public. Et donc oui, pour lui, la langue, c'était vraiment un élément de circulation entre les cultures et de rencontres, d'ouverture. Si je peux me permettre, en fait, la culture française est déjà très populaire, non seulement dans le monde arménien, mais dans le monde ottoman, dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, et entre autres aussi dans le monde arménien. Enfin, on apprend les grandes œuvres sont traduites dans les différentes élites étaient francophones. Les élites étaient souvent francophones. Il y a le fameux lycée Galatasaray, qui est un lycée de langue française. Il y a toutes les écoles des missionnaires catholiques. Alors, il y avait d'autres missionnaires, protestants, américains, suisses, etc. Mais les missionnaires français jouaient un grand rôle, à la fois pour l'éducation des filles, des garçons. Donc, c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. Bon, il y avait un rayonnement, tout le monde connaissait, tous les romans, même des éditions spécialisées dans les romans à l'eau de rose, Hugo, Dumas, enfin tout ça, ça fait partie, disons, du fond culturel déjà. Donc, ils ne tombent pas quand même, comment dire, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que, mais après, bien sûr, arrivé en France, comme vous le disiez, la dernière lettre est écrite dans un français magnifique. Donc, on aimerait te retrouver parfois aujourd'hui, et sous la plume de nos jeunes. Donc voilà, il y a vous parlez d'identité franco-arménienne, il y a une grande attractivité, enfin un grand amour de la France, d'ailleurs dans sa première demande de naturalisation en 1933, donc qui n'a pas été qui n'a pas abouti, il tend à être naturalisé pour servir dans l'armée. Son frère, un frère aîné qui est resté au Liban dans les années 20, il arrive un peu plus tard, a servi aussi dans l'armée française au Liban. Donc il y a un attachement aussi à ce pays qui incarne, c'est tout ça, la Révolution, l'esprit des Lumières, mais pas que, toute une culture très populaire. Un attachement et à la fois une fidélité à une langue, à une histoire, à une poésie, à une tradition culturelle, littéraire qui fait vivre, parce qu'il y a ce milieu des émigrés arméniens et donc il y a un public qui peut lire en arménien. Et alors Didier Denac, j'ai beaucoup aimé dans la BD que vous avez coécrite, c'est quelques cases où on voit des imprimeurs arméniens, les frères Topalian, qui ont des caractères arméniens, parce que je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui, à l'heure évidemment des traitements de texte, à quel point imprimer de l'arménien à Paris, ça ne va pas de soi, parce qu'en fait c'est des caractères particuliers, et donc voilà, il faut ce savoir-faire. Et pour faire vivre cette langue, il faut des efforts pour la faire vivre, et il fait partie des gens qui le font. Oui, il y a une communauté intellectuelle arménienne au milieu des années 20, au début des années 30, comme ça, qui fait vivre la culture d'un pays disparu.
Et donc là, le premier vecteur pour faire vivre cette culture, c'est véritablement de créer des revues. Pour créer des revues, il faut des imprimeries et il faut trouver des caractères. Les caractères qu'on a à disposition ici ne s'adressent pas aux Arméniens. Donc il y a tout ce travail-là. Et moi, mon métier, c'était ouvrier imprimeur dans le syndicat du livre et tout. Et j'ai été formé par le syndicat du livre où j'allais voir les pièces de théâtre et tout. La culture était... les imprimeurs de tout temps, depuis le Moyen-Âge, ont été les premiers ouvriers lettrés. Personne ne savait lire à part les hautes sphères de la société. Et souvent les plus politisés. Et c'était eux qui étaient les vecteurs des révolutions, des révoltes et tout. Donc il a fallu accorder à une partie des ouvriers le bénéfice de l'écriture, de la lecture. Et il y a une chose vraiment très très importante sur ce rapport à la langue arménienne de Misak Manouchian, c'est toujours, faut y revenir, c'est le document indispensable, c'est la dernière lettre à Méliné. Les Allemands obligent les fusillés à écrire une dernière lettre uniquement en français. On doit obligatoirement l'écrire en français. Si quelqu'un ne possède pas l'écriture française, il n'y a pas de dernière lettre. Et Misak Manouchian va écrire sa dernière lettre, et juste à côté, il va signer non pas Misak, il va signer Michel. Donc là, il y a un message sur la patrie qui s'est imposée à lui, qui est la France, dans toute son acception des Lumières, de la Révolution, de la Commune de Paris, et ainsi de suite. Et juste à côté de sa signature, vous avez regardé, il y a un gribouillis. Et ce gribouillis, je l'ai vu 10 fois, 20 fois, 30 fois, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai demandé à Katia, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a écrit là à côté, c'est illisible. Et là, elle éclate de rire, elle me dit, il y a marqué Djanikt. Je dis, Djanikt, ça veut dire quoi? Et en fin de compte, c'est son dernier acte de résistance. Il met un mot arménien et il dit à Méliné, ton chéri. Et donc c'est extraordinaire, ça résume complètement le personnage. Son dernier acte de résistance, c'est l'Arménie et c'est l'amour pour Méliné. Et juste après, il signe Michel. Vous avez tout dans ça. D'ailleurs, il suggère à Méliné d'aller en Arménie plus tard, où il y a d'ailleurs la famille de son frère. Donc son frère est allé en Arménie en 1936, on l'a redécouvert aussi après, et donc est mort en 1939, mais il y a les descendants qui, maintenant je crois, sont partis. Juste pour revenir sur l'imprimerie, il y a plusieurs imprimeries arméniennes à l'époque, et la première, il y a des imprimeries très tôt, et le premier journal arménien publié en France, à Paris, Massia Saravni, La Colombe du Massis, date de 1855-56. Elle est publiée par un père catholique, de rite arménien, frère du peintre Ayvazovski, le peintre de marine d'Essa, et donc Ayvazian. Et ce premier journal est imprimé donc à Paris. Il y a à peu près 200 titres de presse arménien depuis le milieu du 19e siècle. Donc c'est pas non plus totalement une nouveauté. Et pour évoquer aussi ce que vous disiez, que l'imprimerie, dans l'un des journaux quotidiens arméniens, Harac, qui a existé de 25 à 2009, le dernier typographe ne savait pas l'arménien. Des Arméniens étaient français, mais savaient reconnaître les caractères. Il ne faisait jamais aucune faute de composition avec justement ces anciens caractères à plomb. Enfin, c'était assez remarquable. Il y a une chose qui me frappe dans les deux livres, et aussi dans la cérémonie de panthéonisation qui a eu lieu en février dernier, c'est qu'il s'agit bien d'un couple. Il ne s'agit pas d'un héros unique et uniquement d'une figure masculine, et ça a été rappelé aussi par tous les gens qui ont fait des efforts d'explication sur ce moment de l'histoire, de rappeler que dans les 23 fusillés du Mont Valérien, il y a aussi Golda Bancic, qui est une femme résistante qui a été, elle, tuée en Allemagne, pas au même moment, mais qui faisait partie du même groupe, de rappeler donc que sa dimension masculine et féminine est présente, et chacun à leur façon, les livres le travaillent. Alors Didier Lennox, dans le livre que vous avez coécrit, c'est même sous la forme d'un livre à la seconde personne, puisque c'est Méliné qui s'adresse à Misak. C'est presque comme si c'était une réponse à cette dernière lettre, puisque à beaucoup de moments, on voit, quand je t'ai rencontré, tu étais comme ça, je ne pensais pas que ceci, etc. Et c'est Méliné qui s'exprime. Donc vous avez voulu mettre en scène par l'écriture cette présence d'un couple. Oui, et puis en lisant le livre de mémoire, qui s'appelle Manouchian, signé par Méliné au début milieu des années 70, on s'aperçoit que Méliné ignore ou ne veut pas livrer toute la vie de Misak. Elle part du génocide arménien,
mais sur sa vie à Paris, il y a juste 2-3 allusions. A dit, je crois qu'il a eu 1 ou 2 aventures, et tout, mais elle reste extrêmement discrète, donc on sait pratiquement rien de toute sa vie. On a des bribes sur la manière dont il veut faire publier ses premiers poèmes, comment il va s'adresser aux poètes qui sont reconnus comme ça. Donc il a une volonté farouche comme ça d'imposer sa voix, mais sur sa vie, ce qu'il fait, tout ça. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'elle avait les carnets de Missac où il livre pas mal de ce qu'il était. Donc il y a une grande discrétion sur cette partie. Et ce qui fait que, avec le livre de Méliné, qui est la principale archive qui était là sur sa biographie, c'est vraiment il y a le génocide et il y a la résistance. Il y a 2 grands blocs comme ça. Et sa vie, et une vie qui est entre 16 ans et 34 ans, toute cette vie-là, elle n'est pas présente. Par exemple, Astrid a parlé tout à l'heure de quelque chose qui est fondamental dans sa vie, c'est que quand il fait sa demande de naturalisation au début des années 30, il est dans une cité utopique, la cité nouvelle à Châtenay-Malabry. Et en fin de compte, c'est une communauté qui est vaguement naturiste, végétarienne. C'est un communiste tuberculeux, architecte, Frédou, qui a créé ça parce qu'il sortait du Sana et il voulait que des jeunes ouvriers et ouvrières qui aspiraient à une dignité culturelle, à une curiosité culturelle, vivent ensemble en colocation. Donc vous avez retrouvé des annonces dans la presse et tout. Et Missac est allé habiter là-bas pendant pratiquement 3 ans. Et à un moment, il ne pouvait plus payer son loyer de colocation, et il devient cuisinier et un petit peu factotum de cet endroit. Et quand on lit la poésie de Missac, il y a 3 poèmes où d'un seul coup il y a du soleil, parce qu'il y a vraiment l'exil, le manque, les disparitions comme ça qui sont très très présentes, la lutte sociale. Et il y a 3 poèmes qui d'un seul coup sont pratiquement élégiaques, et ils sont tous les 3 Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry. Et donc il y a quelque chose qui s'est joué dans la vie de Missac à ce moment-là, fondateur qu'on ignorait, qui a participé à sa politisation, au développement de sa conscience d'homme de gauche. Il était déjà proche de... Justement, il appartenait à un cercle d'écrivains de gauche déjà, mais c'est vraiment en sortant de là que non seulement il demande sa nationalité française, mais que quelques mois plus tard, il intègre le PCF. Et vous avez trouvé ça 2 mois avant la panthéonisation. C'est grâce à Denis qui a trouvé ça, parce qu'il habitait à Châtenay-Malabry. En fait, en regardant l'adresse du document de naturalisation, il a vu Châtenay-Malabry, et son frère lui a dit, mais c'est l'adresse justement ce qui était surnommé le col rose à Châtenay-Malabry. Et donc, de fil en aiguille. Donc, c'est vrai que même, et je suis sûre qu'on peut retrouver. Il y a encore des fils à tirer. Des fils à tirer. Et puis aussi sur les autres compagnons. Alors c'est vrai qu'on connaît peu de choses sauf les carnets, mais dans les carnets, il n'est pas forcément très disert sur cette partie-là, parce que c'est une vie où il travaille. Et puis Méliné l'a rencontré plus tard, donc elle le rencontre en 1934, si mes souvenirs sont bons. Donc les premières années, il arrive à Paris en 24, donc de 24 à 34. Alors, effectivement, il a eu des aventures parce que certains poèmes sont dédiés à Mademoiselle X ou Mademoiselle C, etc. Donc des poèmes d'amour. Donc il a eu d'autres amours avant, mais bon, le grand amour de sa vie, ça a été Méliné, et réciproquement. Pour elle, ça a été vraiment, elle ne s'est jamais remariée, et c'est elle qui s'est vouée entièrement à faire vivre sa mémoire, et bon, comme vous le disiez, la dimension des femmes dans la résistance, qui a été longtemps occultée, réapparaît ces dernières années de façon non seulement nécessaire, mais enfin. Et donc Méliné ou les autres femmes, ou les femmes de l'entourage, il y a une autre poétesse, Louisa Assagnan, il y a d'autres personnages qui sont dans ces ouvrages. On n'a pas tout épuisé, de toute manière, l'ouvrage n'est pas on imagine souvent les résistants comme des hommes sans attache, mais c'est pas le cas. Puis c'est des femmes qui apportaient les armes, c'est des femmes qui tapaient les tracts, même taper les tracts avec une machine à écrire. C'était risqué. Enfin, il y a beaucoup d'actions, et des actions aussi armées, mais donc ça a été un petit peu oublié, parce qu'au lendemain de la guerre,
on mettait peut-être plus davantage en avant les hommes, puis les femmes ont eu le droit de vote tardivement, donc il fallait quand même pas exagérer en plus. Et le droit de vote et les montrer au premier plan de la résistance, non quand même. Donc il y a aussi c'est quand même aussi le rôle dans la résistance et dans la mémoire, c'était aussi ça a été des éléments pour, et ça dans la dernière partie sur la mémoire, les régimes mémoriels que Denis évoque souvent, il y a différents moments qui sont liés plus globalement à la politique, tout simplement intérieure, à ce qu'on veut mettre en avant, tantôt les communistes, tantôt les gaullistes, tantôt un tel, et donc les femmes ne comptaient pas. Elles ont eu le droit de vote tardivement, et elles n'avaient pas le droit de signer des chèques avant les années 60, etc. Donc tout ça joue aussi. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est assez symbolique. Il y a un point que je voulais souligner, en résonance avec ce qui vient d'être dit, sur le fait qu'il y a des trous comme ça dans les biographies et que les documents personnels, il y a des moments où ils manquent. Mais quand on fait de l'histoire, on sait qu'il y a souvent deux manières de saisir les individus. Il y a ce que les individus font, donc leurs écrits, leurs photos, leurs textes, etc. Puis la manière dont les États les saisissent et notent leurs noms sur des registres, des carnets, etc. etc. Et donc, dans le livre Manouchian, on le voit très bien avec cette double page, on a d'un côté une photo des frères Manouchian, puis on a de l'autre côté le certificat d'immatriculation comme étranger. Et du coup, c'est aussi quelqu'un, un couple, et Missak, c'est quelqu'un, qui a été, à différents moments de sa vie, saisi par des institutions, saisi par des procédures administratives. Et du coup, je voulais vous demander un petit peu comment a évolué son statut légal? Parce qu'il a été apatride, il a été étranger, il a été mobilisé ensuite. Et donc, en gros, c'est quoi les aventures et mésaventures de Missak Manouchian du point de vue de son statut légal en France? C'était un réfugié arménien, donc qui avait donc ce statut de réfugié. Est-ce qu'il avait un certificat Nansen? Finalement, on le sait. Oui, il y a des choses à l'OFPRA. Alors voilà, peut-être expliquons ce qu'est un certificat Nansen, parce que c'est un peu loin pour beaucoup de gens. Mais au lendemain de la Première Guerre et des révolutions et du génocide, il y a un certain nombre de peuples ou de populations qui sont dénaturalisés massivement. Donc les Russes dits blancs, mais en général c'est des soldats légitimistes qui ont fui petit à petit, qui ont été dénaturalisés par les bolcheviks, et les Arméniens, chassés de l'Empire ottoman, interdits de retour et dénaturalisés. Et donc face à cette question interne, qui est une question internationale au moment où se crée la Société des Nations, mais aussi un moment de l'histoire où on ne peut plus circuler comme autrefois, il faut un passeport, il faut des papiers, les frontières se solidifient. Il faut aussi il faut faire quelque chose de ces réfugiés, les installer, leur permettre de travailler. Donc la SDN va créer un haut commissariat pour les réfugiés sous la direction de l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen. Et Fridtjof Nansen, avec le BIT, le Bureau international du travail à l'époque, dirigé aussi par Albert Thomas, qui, by the way, a été aussi un arménophile dans une vie antérieure, imagine un passeport particulier qui donne, donc un passeport pour ces apatrides, donc sans patrie, qui leur donne la possibilité de voyager et de travailler avec pratiquement tous les droits des citoyens, sauf celui de vote. Par contre, ils auront le droit d'être mobilisés pour la guerre, donc de payer bien sûr leurs impôts, mais aussi l'impôt du sang. Et donc, ce qui explique qu'ils sont mobilisés. Et puis quand ils n'ont pas l'âge d'être mobilisés, beaucoup se portent volontaires aussi. Alors, c'est pas que pour les... Alors, il y aura d'autres réfugiés dénaturalisés, donc le statut des apatrides. Donc, ce qu'on appelle le passeport Nansen, c'est ce passeport qui est... On payait un timbre, donc si vous recherchez sur Internet, vous verrez à quoi cela ressemble. Et donc, il y a des offices des réfugiés qui, au début, sont... Il y a 3 grands offices. Il y a un office arménien, un office russe. Il y aura un office par la suite des juifs apatrides, mais pour les Arméniens, les Géorgiens seraient un peu plus tard, mais pour les Arméniens et les Russes, c'est au début tenu par les anciens diplomates qui ont perdu leur statut de diplomate après la reconnaissance de l'URSS, par exemple, ou après la reconnaissance de la Turquie kémaliste. Et donc, c'est géré par eux-mêmes, donc pour reconnaître les gens, pour leur donner des certificats. Ils arrivent sans papier, donc on parle de ce registre d'immatriculation, mais c'est souvent l'Église arménienne qui redonne des certificats de baptême qui servent de papier d'identité. Et donc, l'Office des réfugiés gère ça, et puis ça va, quand les États ne seront plus reconnus, c'est toujours géré à l'intérieur par des personnalités arméniennes ou russes, mais ça sera sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Et après la guerre, après la Deuxième Guerre,
où là, la question des réfugiés redevient encore plus importante, avec les millions de déplacés. Il va y avoir l'Organisation internationale, l'OIR, internationale des réfugiés, et en France, l'OFPRA, qui existe toujours, l'Office français des réfugiés et des apatrides, et qui continue de délivrer ces certificats. Alors, au fur et à mesure d'intégration, les gens sont naturalisés. Il y a une nouvelle vague de naturalisation après la Deuxième Guerre. Parce que justement, tous ces gens qui ont été mobilisés, qui ont servi, il y a eu des volontaires, il y a eu d'autres résistants, il y a eu les déportés, les prisonniers de guerre. Donc là, on va refaire une vague de naturalisation dans les années 46, 47, 48. Enfin. Ouais. Et sur le statut de Manouchian, il y a quelque chose qui est saisissant, c'est que, après sa mort, il va falloir attendre le début des années 70 pour qu'il soit reconnu mort pour la France. Et en travaillant sur la panthéonisation, Denis Péchanski s'est aperçu que, au Mont-Valérien, où il y a 1000 personnes qui ont été fusillées, sur les 1000 personnes fusillées, il y a eu 200 étrangers qui ont été fusillés, et il y a encore quelques mois, sur les 200, il y en avait la moitié qui n'étaient pas encore considérés morts pour la France, dont la première photo qui est sur l'affiche rouge. Griesbach n'était toujours pas considéré mort pour la France. Et en faisant des recherches, il s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était en vertu, en pesanteur, d'un décret qui datait de la guerre de 14-18, où les seules personnes qui pouvaient être déclarées mortes pour la France étaient les Français et les légionnaires, les gens de la Légion étrangère. Et donc, après la guerre de 39-45, sur des pressions d'associations, des combats politiques, comme ça, il y a une partie des gens qui ont pu être reconnus morts pour la France, mais il en restait une centaine encore, donc ça a été réparé seulement il y a quelques mois. Ce qui explique pour les gens qui ont vu le reportage sur la panthéonisation. Quand les cercueils arrivent devant le jardin du Luxembourg, il y a les cercueils de Missac et Méliné qui sont là. Et ça a choqué certaines personnes, parce qu'ils n'avaient pas le mode d'emploi. Les cercueils sont pris par des légionnaires. Et de manière symbolique, Missac et Méliné deviennent légionnaires. Et ensuite, les deux cercueils sont posés devant le Panthéon. Et là, ce n'est pas des légionnaires qui viennent les porter, c'est la crème de l'armée française, c'est la garde républicaine. Et symboliquement, ce sont des gardes républicains qui arrivent au Panthéon. Et donc là, la réparation s'est faite au moment de la panthéonisation. Et vous voyez, c'est la guerre de 14-18 qui pesait sur ça. Donc il y a toute une série d'aberrations bureaucratiques comme ça qui sont là, une sorte de millefeuille qui est en place. Et il a fallu attendre là 2024 pour que cette réparation puisse avoir lieu. De la même manière que Méliné, quand elle a réussi à s'extirper du bourbier de l'Arménie soviétique et de venir en France, elle s'est battue comme c'est pas permis pour pouvoir avoir une pension de veuve. Et donc la pension était la plus petite et il a fallu une bagarre et tout. Donc moi j'ai vu toute une série de lettres de Mathilde Gabriel Péry, de tout un tas de gens qui se sont mobilisés pour aider Méliné, qui travaillait dans une imprimerie routage à Aubervilliers et qui habitait par solidarité dans un HLM de Drancy par la grâce du maire de Drancy de l'époque, qui était Maurice Niles. Donc on a ça, ça aussi, la bataille qui a pu se résoudre pour Méliné au début des années 80 seulement. Parce que, pour revenir juste sur la question de la Première Guerre, en fait, donc effectivement, c'était les soldats français pour la France et les soldats engagés dans les armées régulières étrangers, donc la Légion étrangère ou engagés. Et donc ça renvoie à la question de la résistance et justement du groupe des FTP, les francs-tireurs partisans et MOI, donc qui sont pas une armée régulière, c'est justement une armée d'engagés volontaires et donc qui pendant la résistance, alors on retourne à la fiche rouge par laquelle vous avez commencé, qui sont justement stigmatisés comme une armée de criminels et en général dans les guerres, les francs-tireurs ne bénéficient jamais, quelles que soient les guerres, du statut de prisonniers de guerre classique. Ils sont considérés comme des freelances. Donc il y a toute cette dimension et effectivement la question du statut soulève des tas
d'enjeux. Et ça soulève aussi le fait qu'il y a une dimension idéologique qu'il faut pas négliger. On a parlé du poète, on a parlé de l'arménien, on a parlé du résistant, on n'a pas encore peut-être beaucoup parlé du communiste, il faut en dire un mot, parce que c'était une composante très importante de son identité, qui explique aussi pourquoi il a eu un certain nombre de déconvenues, notamment une arrestation en 1939. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, Astrid Gatavian? Vous avez beaucoup étudié ce milieu, ça voulait dire quoi, être communiste arménien? Et pourquoi, pour les Arméniens, l'URSS, la révolution communiste, pouvait être un horizon important, une appartenance idéologique? Donc, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une éphémère, ça a duré 2 ans, République indépendante d'Arménie. République qui a été renversée par les bolcheviks à la fin de l'année 1920. Et en même temps, les diasporas arméniennes se construisaient. Et du coup, ce renversement a cristallisé les engagements. Certains se sont engagés justement pour l'Arménie soviétique, parce que c'était la seule patrie qui restait. Voilà, parce que dans l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, il y avait une république arménienne qui était censée avoir une forme d'autonomie assez théorique sous Staline, mais bon. C'était le vestige de la patrie perdue sous tutelle soviétique, mais ça avait le mérite d'exister. Parce que ça s'est constitué en fait dans la partie de l'Arménie qui avait été annexée par la Russie au XIXe siècle. Et à la chute de l'Empire tsariste, c'est là où s'est construit l'indépendance, puisque dans la partie ottomane de l'Arménie historique, les Arméniens avaient été anéantis. Et donc face à ce groupe, il y a plutôt les partisans de l'indépendance, et au centre justement du camp pro-soviétique, il y a ceux qui vraiment s'engagent au sein du Parti communiste français, justement qui adhèrent à la main-d'œuvre étrangère qui va devenir la main-d'œuvre immigrée, et dont on retrouvera une partie au sein des francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée. Donc le Parti communiste mettait justement en place des groupes de langue pour encadrer cette masse de cette population immigrée qui était venue reconstruire la France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc il y avait un groupe de langue juif, italien, espagnol et hongrois. Enfin, il y avait une dizaine de groupes, dont un groupe arménien. Et donc ces Arméniens-là formaient, qui étaient une centaine, ils ont été jusqu'à 400 en 27, et puis ensuite, à cause de la répression policière, c'est tombé à 100 et ça n'a jamais tellement varié. Et donc cette centaine de militants formaient le noyau dur des pro-soviétiques, on va dire. Et donc certains s'engagent dès 24. Ce n'est pas du tout le cas de Missak. Missak, lui, c'est vraiment un adhérent, enfin un encarté du Front populaire, donc qui réagit justement à la montée du fascisme et du nazisme, et qui adhère au lendemain a priori, on pense, au lendemain de la manifestation du 6 février 1934, où justement les ligues avaient voulu renverser le Parlement. Donc c'est vraiment, pour moi, il fait partie de la deuxième génération des communistes arméniens en France. Les premiers ont vraiment adhéré en 24, 25, 26, aux heures où vraiment il fallait être... ils étaient sans cesse en but justement à des arrestations. Ils se retrouvaient régulièrement licenciés parce que justement ils étaient communistes. C'était moins le cas dans les années du Front populaire, mais bon, de toute façon, ça a pas, son engagement serein a été relativement de courte durée malgré tout. Il faut juste rappeler quand même que le PCF est une création récente, créé au congrès de Tours, donc en même temps que l'Arménie soviétique. En même temps que l'Arménie soviétique, au moment donc la scission de la SFIO, la section française de l'Internationale communiste. C'est aussi récent et c'est concomitant à la reconnaissance de l'URSS. L'URSS est reconnue par la France en 24, donc il y a tout ça. Enfin là aussi, ça s'inscrit dans ce contexte. Alors effectivement, historiquement, il n'y avait pas tellement de bolcheviques arméniens ou de communistes arméniens, mais la plupart des partis arméniens, les partis historiques, sont des partis socialistes, ou tendance marxistes ou socialistes de type
deuxième internationale. Et là, c'est ce nouveau, cette nouvelle configuration géopolitique qui polarise, parce qu'on a aussi peur de l'extension de la révolution bolchevique en France. La France est allée s'engager contre la guerre civile avec les Britanniques. Donc on a toute cette dimension aussi internationale. Puis petit à petit, l'URSS s'ancre. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre et la victoire, on pense toujours que le régime peut tomber. Donc il y a beaucoup de combats qui sont polarisés ou radicalisés par des incertitudes, des instabilités, et donc il s'insère aussi dans ces courants-là. Dédié Denac, justement, sur ce point, en lisant l'évocation dessinée de sa vie, on a l'impression, là il faut évidemment se garder de l'idéalisation, mais que c'est quelqu'un qui a trouvé dans le communisme une déclinaison d'engagement humaniste, internationaliste, généreux qu'il pouvait avoir, et que voilà, il ne fait pas partie de ceux qui pouvaient être des bolcheviques staliniens très sectaires qui ont aussi existé dans le PCF, voilà, mais que sa version du communisme répondait avant tout à cela, plutôt qu'à une sorte de dogmatisme qui a pu exister par ailleurs. Oui, là, on a des indices. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'écrit de Missak sur ça. Le point de bascule le plus évident, c'est le pacte germano-soviétique. Donc, cette bascule, comment la vie, comment Missak. Donc, on n'a pas de texte, mais on a des actes qui sont posés. Pacte germano-soviétique, il se retrouve sous l'uniforme français. Pour se battre, il devient instructeur. Donc il y a véritablement ça. Il y a dans son entourage immédiat, il a deux grands amis, le peintre Bédikian et puis Atmadjian, le poète qui se fait appeler, qui signe Sema. Et Sema, dans sa revue Culture, Mechagüit, donc prend position contre le pacte germano-soviétique et prend position aussi contre les liquidations faites par Beria et la manière dont le Parti communiste arménien en Arménie soviétique est totalement décapité et les massacres de masse. Et Missak Manouchian va toujours rester en amitié avec Sema, alors qu'à l'époque, si quelqu'un professait ce type de choses, la rupture était absolument immédiate. Donc on a véritablement ça. Sema, son meilleur ami, va mourir dans les premiers combats de juin 40, en même temps que Paul Nizan. Et ensuite, on a quelque chose d'encore plus énorme. C'est-à-dire que Missak Manouchian n'a pas laissé une dernière lettre, il a laissé deux dernières lettres. Il y a la lettre à Méliné et il y a la lettre à la sœur de Méliné, Armène. Et dans la lettre de Armène, il a une phrase qui est incroyable. Il dit à Armène, tu prendras soin de la mémoire de mon compagnon Manoukian, avec un K, celui-là, qui va mourir à mes côtés. Quand vous tirez le fil, vous dites, mais pourquoi cette mémoire est en danger ? Puisqu'il faut prendre soin de cette mémoire. En tirant le fil, on s'aperçoit que Manoukian, il s'appelle Davtian, mais qu'il a un autre pseudonyme. Il s'appelle Tarov. Et Tarov, c'était un conseiller de Trotsky. Ce personnage-là, il a été un des personnages qui a créé l'Arménie soviétique. À la fin 20, début 21, et qui ensuite devient quelqu'un de l'opposition de gauche, donc qui est un opposant à Staline. Il est mis en prison, et il s'enfuit de la prison, et il arrive en France, après avoir marché pendant 3 ans en passant par l'Iran et tout, et il va être accueilli à Paris par les groupes trotskistes qui sont autour du fils de Trotsky, Sedov. Et donc on a vraiment documenté comme ça. Et Missak Manouchian, en pleine guerre, va intégrer dans le groupe de résistance principal de Paris, les FTP-MOI, un type qui est un collaborateur direct de Trotsky. C'est absolument invraisemblable. Et donc, on ne sait pas la position exacte de Manouchian, mais on voit les actes qu'il a posés, c'est-à-dire qu'il est réceptif, il a, en gros, d'une formule, contre le nazisme, on prend tout le monde. Et donc, la colonne vertébrale de Missak Manouchian, c'est la lutte contre le fascisme, contre le nazisme, et son adhésion au Parti communiste, elle vient directement du 6 février 1934. Je crois qu'on doit arrêter parce qu'on arrive à la fin de ce temps. Il y a peut-être un temps pour les questions ? À peine ? Même pas une seule ?
D'accord. Bon, alors, je vais vous remercier tous les trois, remercier le public qui nous a écoutés. Rappelez donc que ces 2 livres, vous pouvez les retrouver. On n'a pas insisté sur le Manouchian résistant parce que finalement, c'est aussi le plus connu et donc essayer de montrer toutes ces identités multiples qui le construisent et qui expliquent aussi son action. Donc, merci beaucoup et bonne fin de Salon du Livre. Merci André. Merci.